Ce qui fait qu'aujourd'hui, Israël, dans un paysage où pratiquement tous les pays arabes commencent à se rapprocher de l'Occident, Israël n'a plus cette place privilégiée en Occident. Et on a vu, à tort ou à raison, les nouveaux dirigeants syriens accueillis en Europe et notamment en France. En février dernier, lors de la conférence de Paris sur la Syrie, Emmanuel Macron recevait déjà le ministre syrien des Affaires étrangères. Ce mercredi, c'est le président par intérim Ahmed al-Shara qui fera le déplacement. L'Élysée indique que cette visite aura lieu dans le cadre du soutien de la France à une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Des mots qui font écho aux récentes exactions contre des minorités alaouites ou druzes commises par des groupes armés sunnites dont le comportement semble échapper au contrôle de Damas. Ce qui montre que Israël a perdu l'avantage comparatif qu'il avait. Et les pays, pas seulement, c'est pas parce qu'on n'aime pas Israël, mais c'est tout simplement parce que les autres, eux, ne se sont pas orientés sur une politique uniquement sur la guerre, mais ont essayé de se développer. C'est le cas de l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui essayent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir d'autres intérêts technologiques. Et donc, ces pays-là attirent aujourd'hui plus l'intérêt des Occidentaux qu'Israël, qui finalement est un pays qui n'a fait que la guerre depuis qu'il existe, n'a jamais vraiment rien créé, à part peut-être quelques kibboutz dans les années 60, mais tout ça c'est très joli, mais ça ne fait pas avancer l'humanité. Et donc aujourd'hui, il y a un désintérêt d'Israël qui est plus un problème qu'une solution. Et c'est la raison pour laquelle Trump, le pas vraiment essentiel et que j'avais évoqué la fois passée, ça a été dans la dynamique de ces accords d'Abraham, parce que l'idée de Trump dans son premier mandat était de solidifier un petit peu l'environnement d'Israël pour qu'Israël ne se sente pas menacé. C'est ça le but des accords d'Abraham. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Et on a vu que, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, une des conditions, puisque l'Arabie Saoudite voudrait développer les technologies nucléaires, notamment pour l'énergie nucléaire, il y a un autre pays qui se profile derrière l'Arabie Saoudite pour ça, c'est la Chine. Et la Russie, naturellement. Et donc, les Américains étaient un peu contraints de transiger sur l'accord avec les accords d'Abraham, en disant, parce que les Américains jusque-là avaient toujours dit, on est d'accord de vous soutenir pour l'énergie nucléaire à condition que vous reconnaissiez Israël. Aujourd'hui, les Américains ont dissocié les deux choses, ce qui fait qu'il y aura un deal concernant l'énergie nucléaire et un deal concernant les accords d'Abraham qui, eux, sont dépendants d'une condition que les Arabes ont fait, enfin l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on reconnaisse l'État d'Israël et que la question palestinienne soit réglée, qu'il y ait un règlement de la question palestinienne. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui explique le revirement qu'on a vu hier, dimanche, en Israël, où tout d'un coup, on a, sans qu'il y ait de vote d'ailleurs, on va peut-être revenir, voilà, sans qu'il y ait eu de vote au sein du cabinet, Netanyahou qui ordonne la reprise des accords humanitaires, de l'aide humanitaire à Gaza. Et je vous rappelle qu'on a, alors, il n'y a pas encore eu, à ma connaissance en tout cas, de déclaration officielle, mais on a évoqué ces derniers jours la possibilité que Donald Trump annonce la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la rumeur, si ça va se passer réellement, etc. Je ne suis pas dans la tête de Trump, d'autant plus que avec lui, il y a un peu tout et son contraire qui est raconté. Mais c'est une menace pour Israël. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui, cette visite de Trump en Arabie Saoudite a dû déclencher chez l'Israélien une réponse pour essayer de se rendre un peu plus acceptable. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, Israël est un pays qui est devenu un pays paria dans le monde. Alors je pense que les Saoudiens en sont parfaitement conscients, mais ils veulent pas, ils sont un peu comme Trump. Ils préfèrent avoir Trump plutôt comme ami que comme ennemi. Et c'est un petit peu ce jeu-là qu'on a observé là. On a d'un côté les États-Unis,
d'autre côté les Saoudiens, qui ne veulent pas nécessairement s'allier ensemble, mais qui préfèrent se voir comme des amis plutôt que de se voir comme des ennemis. Voilà. Je pense qu'on est un petit peu dans cette situation-là, mais quand on regarde la présence chinoise dans plusieurs domaines, et notamment dans le domaine nucléaire, la présence chinoise dans la péninsule arabique, je pense qu'il n'y a pas photo. Les Saoudiens ont très bien compris où était le futur. Et ils ont très bien compris aussi que l'instabilité qui a généré la politique de Trump dans le monde n'est pas de nature à rassurer un pays qui essaye au contraire d'avoir un avenir stable. N'est-ce pas le problème j'ai évoqué au tout début l'explication que les pays du Golfe aujourd'hui voient leur futur toujours dépendre de ressources naturelles qu'ils ne maîtrisent pas en réalité. Et donc, ils sont à la recherche d'un futur stable. Or, les États-Unis aujourd'hui ne sont pas l'exemple d'un futur stable. La Chine est l'exemple d'un futur stable. Alors, effectivement, on est dans une situation un peu particulière où il semble que tout le monde essaye de manipuler tout le monde. Ou plus exactement, on devrait dire l'Occident essaye de manipuler l'Occident. C'est comme ça qu'il faudrait le dire. Et je mets dans le tas l'Ukraine. On a eu donc le 9 mai, j'en avais déjà parlé la fois passée, on a eu cet ultimatum qui a été décrété par un petit groupe, d'ailleurs d'Européens, puisque je vous rappelle que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, que l'Ukraine évidemment n'en fait pas partie, et que n'étaient présents de l'Union européenne que les Allemands et les Français. Donc on est avec et les Polonais. Puisqu'il y avait M. Tusk. Donc, on est avec un petit groupe, une camarilla de politiciens qui essayent de changer l'attitude des Américains concernant l'Ukraine. Comme j'ai dit tout à l'heure, Donald Trump ne veut plus être impliqué dans l'Ukraine parce que pour lui, c'est une perte de ressources, une perte d'énergie, et ça le distrait ou ça l'empêche de résoudre la question fondamentale pour laquelle il a été élu, c'est-à-dire de Make America Great Again. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, Trump est totalement absorbé par cette question maintenant depuis près de 4 mois, enfin 3 à 4 mois. Il est complètement absorbé par cette affaire d'Ukraine, alors qu'on l'attendait sur des dossiers qui devaient promouvoir la grandeur des États-Unis. Alors, l'idée de cet ultimatum pour les Européens était finalement de pousser Trump à se ranger du côté des Occidentaux. Et en réalité, parce que le point commun qu'il y a entre cet ultimatum pour un cessez-le-feu de 30 jours sans condition, le terme sans condition est important, le point commun, c'est la proposition américaine émise par Keith Kellogg, l'ancien général Keith Kellogg, qui proposait déjà un cessez-le-feu de 30 jours. Alors, les Européens ont voulu attirer Trump dans ce cessez-le-feu. Leur intérêt, si vous voulez, c'était qu'une fois qu'on a un cessez-le-feu, eh bien, on pourrait faire entrer en Ukraine des troupes pour garantir ce cessez-le-feu. Et ça aurait été des troupes, notamment britanniques et françaises. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de rappeler l'expression sans condition. Parce que ça voulait dire que la Russie accepte un cessez-le-feu sans mettre aucune condition. Par exemple, on aurait pu dire, les Russes auraient pu dire, j'accepte un cessez-le-feu, mais il n'y aura pas de troupes étrangères, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Et là, c'est sans condition. Donc l'idée, c'était de faire ça. Et l'idée de ces troupes, c'est qu'elles aient, si vous voulez, le backup ou la réassurance des États-Unis derrière. Donc, l'idée d'impliquer les États-Unis dans ce cessez-le-feu, c'était implicitement de faire dire aux Américains qu'ils étaient d'accord avec l'envoi de troupes et l'entretien, pas l'entretien, mais comment dire, de faire la réassurance de ces troupes déployées en Ukraine. Et par conséquent, au cas où la Russie aurait
serait intervenu contre ces troupes, eh bien que les Américains auraient dû s'impliquer pour faire respecter le cessez-le-feu, respectivement pour venir en appui des troupes françaises et britanniques qui étaient déployées en Ukraine. Voilà, c'était ça le plan des Européens. Alors là, c'est important de voir un petit peu comment les choses se sont déroulées. Tout d'abord, on a eu évidemment Macron qui a dit que le refus russe d'une trêve est inacceptable, bien entendu, parce que pour eux, pour les Européens, toute leur stratégie était basée sur le fait que les Américains acceptent ce cessez-le-feu ou cette trêve et sans condition. Et donc Trump a tout chamboulé lorsqu'il a demandé à Zelensky de se rendre sur place. Alors, c'est d'autant plus intéressant que les Européens ont toujours été contre tout cessez-le-feu avec la Russie. Et je vous rappelle que déjà en février, les Zelensky et les leaders européens avaient dit il n'y a pas d'apaisement possible, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc on est dans une situation où les Européens ont été finalement forcé par Poutine. C'est pour ça que j'avais dit la fois passée que le coup de Poutine avait été un coup de maître, parce qu'il avait finalement dépassé les Européens sur leur droite et qu'il les a poussés dans une situation où ils ne voulaient pas être. Donc c'est un coup assez génial de la part de Poutine. Et ça conduit donc à cette situation du 15 mai. Alors le 15 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont envoyé une délégation dirigée par M. Medinsky, qui était d'ailleurs celui qui avait dirigé les négociations précédentes qui avaient eu lieu dès la fin février 2022 à Gomel et la négociation qui avait eu lieu à Istanbul, précisément, à la fin mars, à la demande des Ukrainiens. Les deux tours de négociation qui ont eu lieu en février 2022, puis en mars 2022, contrairement à ce que j'ai entendu sur différentes chaînes plus ou moins alternatives, c'est à la demande des Ukrainiens, les deux fois. Et je rappelle qu'en mars 2022, les Ukrainiens avaient fait la proposition de revenir à une situation de neutralité militaire, c'est-à-dire pas d'adhésion à l'OTAN, et puis en échange, les Russes seraient retirés de l'Ukraine. Ça, c'était le deal fondamental, si vous voulez. Et avec encore des choses à négocier par la suite sur la question de la Crimée et sur la question des deux républiques du Donbass. Mais pour l'essentiel, en mars 2022, il était prévu que les Russes se retirent complètement de l'Ukraine. Ce qui montre d'ailleurs que les Russes n'avaient jamais eu l'intention ni d'occuper même les 4 régions qu'ils ont occupées par la suite, donc de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, mais qu'ils étaient prêts à pas envahir l'Ukraine, mais qu'ils avaient simplement un souci pour les populations russes de l'Ukraine. Et c'était finalement l'acceptation qu'ils quittent l'Ukraine était la démonstration que tout ce qu'on avait raconté, tout ce qu'on a raconté depuis d'ailleurs, était que des mensonges. Je reviendrai sur la question des mensonges. Et puis, à la demande de l'Allemagne et de la France, en mars, donc on est en mars 2022, ces deux pays ont demandé à la Russie, en signe de bonne volonté pour les accords qui allaient être signés, les deux pays ont demandé que la Russie se retire de la zone de Kiev. Et c'est ce que les Russes ont fait. Ils ont dit en signe de bonne volonté, on accepte de se retirer de la zone de Kiev, de façon à permettre la signature de cet accord d'Istanbul. Et à peine s'était-il retiré de Kiev que les Européens ont changé d'idée, ont dit terminé, on revient sur notre décision, et Boris Johnson est venu pour d'abord à téléphoner le 2 avril, et ensuite s'est déplacé une semaine plus tard à Kiev pour dire à Zelensky de retirer sa proposition, parce que je rappelle, c'était une proposition ukrainienne. Et donc, Zelensky s'est amendé
Et puis après, il y aura eu une tentative ultérieure au mois d'août, sous l'égide de nouveau de la Turquie d'ailleurs, d'avoir un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, tout ça est dans mes livres. Hein. Vous pouvez, si vous regardez mes livres sur tout ce qui s'est passé en 2022 se trouve dans mon livre Opération Z déjà, et dans Ukraine, guerre et paix, tout ça est détaillé heure par heure pratiquement. Donc tout ça est documenté. Tout ce que je dis est parfaitement documenté. Donc en août, c'était 18 août par là autour, mi-août disons, il y a eu cette proposition de faire un sommet. Là aussi, Boris Johnson est intervenu et a dit à Zelensky, pas question que vous ayez des contacts avec Zelensky, avec Poutine. Et au mois de septembre, un mois plus tard, un peu moins plus tard, dans son allocution sur l'état de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a déclaré qu'il ne devait pas y avoir d'apaisement avec la Russie. Pas d'apaisement avec la Russie, qu'il n'était pas le moment de parler avec la Russie. Et c'est sur la base de ces déclarations-là que Zelensky, fin septembre 2022, ou plus exactement, quand je dis Zelensky, je devrais dire le Conseil de sécurité de l'Ukraine, a pris la décision d'interdire toute négociation avec la Russie, et notamment la Russie de Vladimir Poutine. Ce décret a été finalement publié, et c'est pour ça qu'on parle du décret du mois d'octobre, parce qu'il a été publié le 4 octobre, et c'est la date de publication qui fait foi pour la validité du décret. Mais le décret, en réalité, dans sa substance, a été adopté fin septembre, quelques jours après que Madame Ursula von der Leyen ait dit qu'il n'est pas question de négocier avec la Russie. Alors, le problème, la raison pour laquelle j'évoque ce décret est qu'aujourd'hui, il pose un problème. Parce que, comme je l'ai expliqué, il dit qu'on ne peut pas négocier avec la Russie. Alors, Zelensky, aujourd'hui, essaye de dire qu'il est le seul à pouvoir négocier avec la Russie, puisque c'est son décret. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le 15 mai, il est venu en personne en Turquie pour dire, voilà, je viens et j'attends Poutine. En réalité, quand on lit le décret, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout aussi clair que ça et qu'il est interdit de négocier avec la Russie, point final. Il n'y a pas d'exception qui est prévue, il n'y a pas comment Zelensky s'interdit à lui-même de le faire. Ce qui pose un problème juridique pour les Russes, parce que dès lors, s'ils négocient avec les Ukrainiens, alors quelle est la validité de cet accord qui, selon le droit ukrainien même, ne serait pas valable? Revenons à ce qui s'est passé le 15 mai. Donc là, la négociation devait se dérouler à Istanbul, d'ailleurs dans exactement les mêmes locaux où s'était déroulée la négociation de mars 2022. Le problème, c'est que Zelensky n'est pas allé à Istanbul. Il est allé à Ankara avec sa délégation. Et que pendant le 15 mai, la délégation russe est arrivée à Istanbul, a attendu à Istanbul pendant toute la journée, et la délégation ukrainienne n'est pas venue ou tard dans la journée. Par conséquent, on a perdu une journée, et c'est la raison pour laquelle il a été prévu d'avoir les négociations le 16 mai. Ces négociations n'avaient pas vraiment pour objectif de régler le problème. Ces négociations avaient pour objectif, si vous voulez, de mettre la scène en place, disons ça comme ça. C'est-à-dire de voir quelles étaient les positions des uns et des autres, jusqu'où les uns étaient prêts à négocier, quelle était la marge de manœuvre pour les uns et pour les autres. Par exemple, pour les Russes, il était intéressant de savoir si le décret de Zelensky allait être évoqué ou pas. Pour les Ukrainiens, il était peut-être intéressant de savoir jusqu'à quel point les Russes étaient prêts à comment dire, garder leurs exigences au niveau territorial, etc. On va y revenir. Donc, on a cette situation. Néanmoins, ce 16 mai, donc c'était vendredi passé, il y a eu un effet positif, ça a été l'accord, qui est au moins un résultat, à défaut d'en avoir d'autres, c'est d'avoir un échange de prisonniers 1000 pour 1000
Et c'est un point certainement positif pour les deux côtés. Mais il y a plusieurs points qui sont intéressants à voir dans cette affaire. Tout d'abord, il n'y a évidemment pas de trêve, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et là, les Occidentaux ont cette idée, et notamment Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises, qu'on ne peut pas avoir d'accord de paix sans qu'il y ait un cessez-le-feu avant. Alors, l'histoire montre que les négociations de paix ne sont jamais déroulées dans une situation de trêve, et qu'au contraire, c'est plutôt sous la pression des combats qu'on est arrivé à des accords de paix. Vous regardez la guerre d'Algérie, vous regardez la guerre du Vietnam, vous regardez à peu près dans toutes les situations, on a dans l'histoire les négociations de paix qui se font parallèles à la guerre, mais pas sous la pression, enfin pas sous un cessez-le-feu, parce que dans le cessez-le-feu, eh bien, on peut d'abord, il y a plus de pression sur l'un ou l'autre des acteurs, d'une part, et puis vous créez des conditions qui peuvent, au contraire, comme on l'a vu d'ailleurs pour les accords de Minsk, qui peuvent au contraire inciter d'une des parties à la négociation, à ne pas respecter ces traités, parce que comme ça, pendant la trêve, il s'est réarmé. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec les accords de Minsk, que les Russes avaient signé de bonne foi, qui est devenu résolution d'ailleurs des Nations Unies, mais que ni la France ni l'Allemagne n'avaient envisagé de mettre en œuvre, tout simplement parce que pour eux, ces accords avaient simplement pour but de réarmer l'Ukraine. Alors, il y a un autre point qui est intéressant dans ces négociations, ou plutôt dans le dialogue qui a eu le 16 mai, c'est que tout le monde en est ressorti avec cette idée que les Russes ont des exigences inacceptables. C'est ce que j'ai marqué ici en surligné en jaune. Alors ça, c'est un élément assez intéressant parce qu'en réalité, vous voyez, ça revient encore ici les émissaires ont refusé le principe d'un cessez-le-feu, exigeant des concessions irréalistes. Alors, quelles sont ces concessions irréalistes? Et ce qui me frappe, c'est que les Occidentaux, respectivement l'Ukraine, soient entrés dans ces négociations alors que les exigences russes sont connues depuis maintenant près d'une année. Et je vous rappelle que ces exigences avaient été évoquées le 14 juin 2024 par Vladimir Poutine, c'était juste avant la conférence de Bürgenstock en Suisse, vous vous rappelez, qui a eu lieu le 15 et 16 juin 2024, et le jour avant, Vladimir Poutine a émis les conditions pour lesquelles il entrerait en négociation. Alors, ces négociations, l'idée c'était de concernant les 4 républiques, les 4 oblasts, de l'Ukraine. Je vous rappelle que ici en rouge, vous avez la ligne de la zone occupée par la Russie. Et l'exigence de Vladimir Poutine, c'était que les Ukrainiens se retirent des 3 régions qui ne sont pas encore tenues par la Russie, c'est-à-dire Kherson, Zaporozhye et Donetsk, dont aujourd'hui environ un tiers de chacun de ces restent sous contrôle ukrainien. Et Vladimir Poutine a dit, pour nous il est absolument clair, si vous voulez des négociations, vous devez vous retirer de ces 3. Il n'a pas dit qu'ils allaient les occuper, il n'a pas dit qu'il allait, les conquérir, il n'a pas dit qu'il voulait faire la guerre jusque-là, il a dit, nous devons avoir la pleine autorité sur ces 3 régions. Enfin, sur ces 4, les 4, parce qu'il a parlé évidemment des 4, ça ne concerne que 3, mais il a parlé des 4. Alors, tout ça est tout à fait clair. Le 14 juin, qu'est-ce qu'avait dit Vladimir Poutine? Aussitôt que Kiev se déclarera prêt à prendre la décision et à entamer un véritable retrait des troupes de ces régions, et qu'il notifiera officiellement qu'il abandonne son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations à l'instant même. Autrement dit, les 2 conditions initiales pour commencer la négociation sont d'une part le retrait des troupes de ces régions et d'autre part l'abandon de l'idée d'appartenir à l'OTAN. Ces 2 objectifs sont associés à l'objectif de dénazification et de démilitarisation. Pourquoi? C'est de nouveau une chose que les commentateurs ne veulent pas comprendre. La raison pour laquelle la Russie exige le départ des Ukrainiens des 4 régions en réalité, c'est parce que dans la loi du 1er juillet 2021,
les citoyens ou les personnes russes ou les ressortissants, enfin, c'est des ressortissants ukrainiens, mais c'est des gens de nationalité ou d'ethnicité russe, si vous voulez, en Ukraine, n'ont pas les mêmes droits que les Ukrainiens. Et ça, c'est des lois qui sont d'abord tout à fait… D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'en Suisse, on n'ait pas réagi à ça en juillet 2021, parce que c'est une loi qui rappelle les lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne, qui donnent des droits différents aux gens selon leur origine ethnique et non pas en raison de ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'exigence minimale de la Russie pour ces 4 régions, c'est que ces 4 régions soient sous législation russe, c'est-à-dire qu'ils aient plein droit d'être des citoyens à part entière et non pas des demi-citoyens sous la législation ukrainienne. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la dénazification, c'est pas… Alors, oui, probablement Azov, etc., mais ça, c'est le côté un peu… comment dire, c'est le côté un peu, comment dire, caricatural de la chose. On évoque toujours ça, Azov, Pravi Sector et tout ça, j'en ai parlé dans mes livres, oui, ça faisait partie, en tout cas, des objectifs au début. Aujourd'hui, on a changé de niveau. On est dans un mécanisme clausewitzien où les objectifs tactiques vous permettent d'atteindre des objectifs opératifs et les objectifs opératifs doivent vous permettre d'obtenir des objectifs ou d'atteindre des objectifs stratégiques. Et on est exactement dans cette logique-là. Et l'objectif aujourd'hui, et je vous rappelle que la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine a toujours été pour la protection des populations russes de l'Ukraine, et on en a aujourd'hui la confirmation. Donc la dénazification, c'est le fait de soustraire les populations russes des 4 régions à une législation qui est considérée comme étant associée, pas associée, mais disons qui est comparable à ce que les Allemands avaient fait dans les années 30 à propos des Juifs. Et la deuxième condition, c'est d'abandonner le projet d'adhésion à l'OTAN. C'est considéré comme démilitarisation. Il s'agit d'une forme de neutralité, si vous voulez, c'est-à-dire de faire que l'Ukraine revienne à la constitution qu'elle avait en 1991, c'est-à-dire qu'elle accepte de n'avoir aucune troupe sur son territoire et selon le traité de la comment dire des traités de la CIS, des pays, maintenant le nom m'échappe, c'est la CEI, le terme m'échappe, mais bref, ça fait rien. Selon les règles de la CEI, les pays ne devaient pas appartenir à une alliance qui soit hostile, évidemment, à la Russie. Et donc, on est dans une forme de neutralité, si vous voulez. Et c'est ça qui est considéré comme démilitarisation. Cette démilitarisation, elle a été menée à un niveau inférieur, si vous voulez, durant ces 4 années. Elle va continuer tant qu'il n'y aura pas d'accord, c'est-à-dire c'est la destruction du potentiel militaire de l'Ukraine. Et on va tout de suite en reparler. Donc voilà ces 2 exigences qui ont été évoquées le 14 juin 2024, c'est-à-dire il y a à peu près d'une année, mais qu'aujourd'hui, évidemment, les Russes l'invoquent, mais que personne ne s'est préparé à répondre à ça. Et donc aujourd'hui, on parle de propositions inacceptables, tout le monde se trouve surpris par les décisions russes, etc. Les Russes ont une position qui est absolument cohérente depuis le début de leur opération militaire spéciale.